13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Le vice-président a échangé hier avec une délégation du Fonds monétaire international. La délégation a rencontré Tiemoko Melia-Kone pour lui faire le point des discussions avec les différents services du gouvernement. Un accord a été trouvé avec la Côte d'Ivoire sur un programme économique qui sera soutenu par le FMI, le Fonds monétaire international. Ils étaient en détresse en Tunisie après les propos du président Kais Saied. Plusieurs centaines d'Ivoiriens vivant dans ce pays ont choisi de regagner la Côte d'Ivoire. L'État leur a facilité ce retour grâce à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Hier soir, le représentant du ministère des Affaires étrangères a accueilli la 5e vague. Au Sénégal, un grand rassemblement de l'opposition s'est tenu hier avant le procès en diffamation d'Ousmane Sonko prévu jeudi. Des marches sont également annoncé pour ce mercredi. Et dans le pays, des responsables religieux et de la société civile tentent d'appeler au dialogue. On en parle en fin de journal. On se rend tout de suite au palais de la présidence de la République où le vice-président a échangé hier avec une délégation du Fonds monétaire international. Délégation qui séjourne à Abidjan depuis quelques jours dans le cadre de la revue d'un programme économique et financier avec la Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec Tiemoko Melia-Kone, donc pour faire le point des discussions avec les différents services du gouvernement. Selon le chef de la mission, ces discussions ont permis de parvenir à un accord avec la Côte d'Ivoire sur un programme économique qui sera soutenu par le FMI. Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont trouvé un accord pour le 3e programme économique et financier après une mission préparatoire de 2 semaines d'une délégation du FMI. Le chef des missions du Fonds monétaire international, reçu par le vice-président de la République, a salué les autorités ivoiriennes pour l'accueil et la qualité des échanges. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons eu des discussions très productives avec tous les services du gouvernement et que nous avons un accord sur un programme économique sera soutenu par l'assistance financière du Fonds monétaire. Nous avons un accord sur tous les aspects de la politique et des mesures de ce programme qui est le programme du gouvernement. Les objectifs principaux de ce programme sont à la fois maintenir la stabilité macroéconomique et de soutenir le développement en ligne avec le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Ce programme fait suite à ceux de 2012-2015 et 2016-2020, des programmes qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie des populations et aussi à la stabilité du cadre macroéconomique. Un reportage signé Awa Touré. Je vous le disais en titre, la 5e vague d'Ivoiriens vivant en Tunisie est arrivée hier à Abidjan. Ces 145 migrants ont été accueillis par le ministre délégué auprès du ministère d'État, auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Laure Goretti était également sur place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La 5e et dernière vague d'Ivoiriens fuyant les violences en Tunisie est arrivée en Côte d'Ivoire ce mardi. Ils sont 145 personnes qui ont rejoint le pays et c'est le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora qui les a accueillis. Avec ce dernier vol, se termine l'opération de rapatriement de nos compatriotes qui a été initiée à la demande du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je crois que nous avons au total, avec les 5 rotations, je crois que ça fait 725 Ivoiriens. Il semble qu'il y ait encore entre 2000 et 2600 qui se sont signalés à l'ambassade. Et certainement qu'il va falloir penser à les faire revenir aussi. Le gouvernement va viser certainement dans les prochains jours. Pour l'heure, tout comme les précédents, ces derniers arrivants vont séjourner 3 jours à l'INJS avant de regagner leurs familles respectives.
À la faveur de la crise post-électorale 2010-2011, de nombreux Ivoiriens avaient trouvé refuge au Ghana voisin. Depuis, plusieurs d'entre eux ont regagné la Côte d'Ivoire, mais 500 Ivoiriens ont choisi d'y rester pour vivre, toute chose à laquelle ne s'oppose pas l'État de Côte d'Ivoire. Le pays les aide plutôt à vivre en toute légalité dans ce pays frère. Ils viennent de recevoir leur passeport ivoirien. Depuis Accra, le témoignage de Kader Sogodogo. Service ghanéen des réfugiés en plein cœur de la capitale Accra. Le directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire, Aboulaye Kouyaté, est à la tête d'une délégation venue d'Abidjan pour la régularisation des documents administratifs des ex-réfugiés ivoiriens qui ont choisi de vivre au Ghana. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de leur délivrer gratuitement des passeports ivoiriens pour faciliter leur intégration. Nous remettons ce jour 500 passeports et 72 actes de naissance pour les enfants nés, n'est-ce pas, au Ghana depuis qu'ils sont ici. La Côte d'Ivoire tourne définitivement la triste parenthèse de la crise post-électorale 2010-2011. Plus de 500 passeports confectionnés et des extraits d'actes de naissance sont remis. Un moment attendu par les autorités ghanéennes et le HCR qui auront contribué à la réussite du processus. Les ex-réfugiés peuvent maintenant vivre au Ghana de manière légale en tant que citoyens ivoiriens. Ils ont décidé de se mettre à disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont tenu promesse en délivrant plus de 500 passeports aujourd'hui aux réfugiés. Maintenant, ces passeports seront convoyés au service de l'immigration du Ghana pour que les Ivoiriens aient un permis de résident indéfini en Ghana. Des bénéficiaires pour qui une nouvelle vie commence. Nous avons décidé de rester au Ghana. Notre gouvernement est venu à notre rescousse. Notre gouvernement a permis que nous ayons nos passeports. Nous voulons leur dire merci. La plupart d'entre nous, c'est parce que nous avons des enfants qui sont entrés dans le système éducatif ghanéen. Et retourner en Côte d'Ivoire, ça sera difficile. C'est l'une des raisons majeures pour la plupart des hommes qui ont décidé d'y rester. La Côte d'Ivoire sera toujours à l'écoute de ses enfants, où qu'ils soient. S'ils veulent y retourner, il y a une place pour eux dans la nouvelle Côte d'Ivoire et en pleine expansion, avec un niveau de développement inédit et des possibilités offertes aux jeunes et aux femmes. Et a aussi besoin de leur talent pour bâtir le progrès inclusif, dans la paix et dans la solidarité. S'ils veulent refaire leur vie ici au Ghana, je voudrais leur souhaiter une pleine réussite dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Mais ils doivent respecter les lois de ce pays frère. Selon le HCR, sur 350 000 réfugiés ivoiriens à travers le monde, 310 000 sont rentrés à la maison, soit 96%. Et cela grâce au rétablissement de la paix, de la stabilité, des efforts de réconciliation et le développement économique impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc à juste titre que le 30 juin 2022, Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies, a déclaré la fin du statut de réfugié ivoirien. Nous sommes au Ghana, on va y rester encore un moment pour évoquer la pollution des eaux de la Bia et du fleuve Tanoé qui prennent leur source. La Côte d'Ivoire a dépêché à Accra son ministre des Eaux et Forêts à Accra avec les autorités ghanéennes. Tchagba Laurent devrait pouvoir mettre en place un plan de gestion intégré des eaux de la Bia et du fleuve Tanoé qui doit à terme être mis en place donc afin de lutter efficacement contre l'orpaillage illégal. Lanciné Bakayoko et Adama Kéré sont nos envoyés spéciaux sur place. Le constat est sans appel. À cause des tonnes de produits toxiques, les activités d'orpaillage en amont de la Bia et du fleuve Tanoé au Ghana rendent impropre l'eau de la lagune Bia en Côte d'Ivoire, notamment dans le département d'Adiaké et plus particulièrement à Bianoua. Ces échanges entre le ministre Laurent Tchagba et son homologue ghanéen Cecilia Abena Dapa viennent donc poser les jalons d'une gestion intégrée des deux bassins, objet de pollution aggravée. President of Ghana
Le président de la République, son Excellence Nana Akufo-Addo, a déjà pris des mesures. Il a déjà déclaré la guerre contre l'orpaillage clandestin et toutes les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement ghanéen pour mettre fin à cette pratique. Et nous pensons que si le Ghana joue pleinement son rôle et que la Côte d'Ivoire aussi joue pleinement son rôle, nous parviendrons à une solution durable pour les deux pays. La situation est d'autant préoccupante que l'orpaillage pratiqué par les Ghanéens utilise non seulement du mercure et du cyanure, mais également des produits dangereux contenant de l'aluminium, du plomb et de l'arsenic piégé après le concassage, ce qui provoque des maladies graves. La faune n'est pas épargnée avec la raréfaction du poisson et des menaces sur la pêche artisanale. Si rien n'est fait, ça va être un scandale de biodiversité. Donc nous sommes venus aussi, le Ghana en a pris conscience et nous avons pris la responsabilité ensemble de pouvoir lutter et que cette situation puisse être réglée dans le meilleur délai. Au plan bilatéral, il s'agit de renforcer les actions de sécurité à la frontière afin d'arrêter les activités clandestines susceptibles d'impacter négativement la disponibilité et la qualité de l'eau des fleuves Bia et Tanoé. Il est question de savoir qui sont ceux qui s'adonnent à ces activités d'orpaillage clandestin. Sont-ils des Ghanéens, sont-ils des Ivoiriens, sont-ils d'autres personnes? Une fois que les responsabilités seront établies, on pourra prendre des mesures contre ce fléau. La Côte d'Ivoire se félicite que le Ghana déclare la guerre aux orpailleurs illégaux. Ils sont conscients de l'impact négatif de l'orpaillage clandestin sur les ressources en eau dans leur pays. Mais le fait que nous soyons venus pour leur démontrer que cet impact-là va jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est un problème pour eux et ils sont d'accord pour se mettre d'accord avec nous pour trouver des solutions qui pourront rassurer les populations autour, n'est-ce pas, de ces deux rivières. Du côté de la Côte d'Ivoire, la pollution de la Bia et du fleuve Tanoé empoisonne la vie de plus de 2 millions d'habitants. Et sur place, ici en Côte d'Ivoire, la préservation de l'environnement est aussi à l'ordre du jour. Des ouvrages d'assainissement sont réalisés ça et là pour une évacuation plus aisée des eaux pluviales. Comment se portent ces ouvrages? 3 membres du gouvernement sont allés voir. Ils sont allés constater par eux-mêmes l'efficacité, le fonctionnement de ces ouvrages. La visite de terrain les a conduits à Port-Boué, à Marcory et à Adjamé. Grace Kando, reportage. Voie menant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À proximité de la cité militaire de l'air, ce site érigé en porcherie dégage des odeurs nauséabondes. 3 ministres sur les lieux pour le constat. Le cadre de vie impose certaines règles. On ne s'installe pas n'importe où, on ne s'installe pas n'importe comment. Les activités doivent être menées selon des zones qui sont prédéfinies. C'est tout cela que nous allons ensemble essayer de mettre en musique, de façon à ce que l'environnement urbain à Abidjan soit plus en adéquation avec l'évolution que la ville connaît, avec l'évolution que notre pays connaît. Et nous allons ensemble travailler. Donc vous allez sans doute voir des déguerpissements, vous allez voir des casses, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Un peu plus loin, dans la commune de Marcory, une autre visite. Cette fois, le canal d'Anoumabo, pour s'imprégner des actions menées pour redonner à ce canal à sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales. Après ces 2 sites, cap est mis sur la baie de Cocody pour visiter le dispositif mis en place pour l'évacuation normale des eaux de pluie. Nous avons des travaux en cours en matière d'assainissement, libérer les emprises des ouvrages et même toutes les installations anarchiques. C'est tout ça qui va, à long terme, régler définitivement la question de malpropreté, des eaux usées qui arrivent sans traitement dans la lagune. Cette visite de terrain vise à travailler
à l'amélioration du cadre de vie. Nous avons une idée des sources de pollution. Il y a un travail d'équipe qui va se faire, il y a un plan d'action qui a été déjà élaboré, mais il y a d'autres éléments qui vont venir s'ajouter à ce plan d'action pour que très rapidement on puisse mettre en œuvre ce plan d'action pour régler définitivement ce problème de pollution. Il y a des actions pour neutraliser les odeurs. Aujourd'hui, il est question de trouver des solutions durables. Ces 3 émissaires du gouvernement ne comptent pas s'arrêter là. D'autres visites de ce genre sont prévues. À présent, les infos coronavirus. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 88 286 cas de Covid avec 834 décès. Il faut donner un coup d'accélérateur au projet de réalisation du corridor Abidjan-Lagos. Et voilà qui justifie cette réunion du comité de pilotage et des experts du projet. Réunion qui devrait permettre au gouvernement des États concernés par le projet de prendre les décisions qui s'imposent pour son avancement. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. C'est une rencontre qui se veut un tournant décisif dans l'accélération du processus de réalisation du projet de développement de l'autoroute Corridor Abidjan-Lagos. Un projet intégrateur qui concerne 5 pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet va transformer de façon positive les échanges et le commerce dans nos régions aussi vont améliorer la vie des millions de populations dans nos régions. La section ivoirienne qui part de la commune de Bingerville pour relier la frontière avec le Ghana à Noé porte sur un linéaire de 143 km d'autoroute avec 10 échangeurs prévus le long du tracé. La réalisation de cet important projet d'environ 1050 km d'autoroute va permettre non seulement de faciliter les conditions de déplacement des populations tout au long du corridor, mais également de favoriser les échanges commerciaux plus dynamiques entre les pays traversés. La réunion des experts qui intervient en prélude de la rencontre du comité de pilotage du projet devrait faire le point de l'avancement dans chacun des États, mais surtout inciter la contribution financière de partenaires au développement. Ils sont en train de travailler sur le mécanisme de financement du projet pour qu'on puisse passer aux étapes de travaux. Donc le projet, je pense qu'il avance très bien. On a connu en temps 2 années de Covid qui avait quand même donné un coup de frein. Et depuis quelque temps, vraiment les différentes réunions qui sont menées vont permettre de donner un coup d'accélérateur au projet. Pour la réalisation des études actuelles, ce sont plus de 42 millions de dollars, soit 26 milliards de francs CFA, qui ont été mobilisés par les partenaires techniques et financiers du projet. À la page économie de ce journal, nous allons parler agriculture, précisément du projet soja qui a été mis en place dans les régions du Bafing et du Kabadougou depuis quelques 4 ans maintenant. Le projet se porte bien, le bilan est déjà positif. Vous allez le voir, les productions s'améliorent, les zones cultivables s'agrandissent et les productions s'améliorent donc de plus en plus. Reste maintenant à ce que les jeunes s'intéressent véritablement à la culture du soja. On y va pour ce grand reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Le soja, plante légumineuse originaire d'Asie orientale, connaît un essor en Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000. 2 grandes régions de production, le Bafing et le Kabadougou. 3 zones, Touba, Koro, Odéné. À sa prise de fonction à la tête du département de l'agriculture, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoubani, allait booster les choses. Un projet de relance de 45 milliards de francs CFA est mis sur pied. En 2021, la surface cultivable représentait 450 hectares. En 2022, 1100 hectares. Et en cette année, 2023, le cap de 3000 est atteint. Le prix d'achat au kilogramme est passé de 300 francs CFA en 2021 à 350 francs CFA en 2022. C'est la renaissance dans le secteur. Pour cette année 2023, nous allons non seulement augmenter les superficies. Pour le Kabadougou, nous allons passer de 380 hectares à 1600 hectares. Et en plus de cette augmentation, toutes les opérations vont être mécanisées comme cela est prévu. Nous allons lancer dès maintenant les opérations de défrichement, de sorte que
d'ici fin avril, nous puissions finir avec toutes les opérations de défrichement pour commencer les labos. Chez le producteur, le changement est perceptible. Malgré la chute de la récolte, maintenant on s'attendait à une réponse plus meilleure, qu'on s'attendait au moins 2 tonnes par hectare, mais on a eu à peu près 1 tonne 500 par hectare. Bon, je dis que c'est un grand pas, comme c'est un nouveau projet, on vient de commencer. Au fur et à mesure, on va commencer à réparer les choses. Bon, présentement, ce que je voulais demander à l'État, c'est d'insérer beaucoup de jeunes. J'ai dit à nos frères jeunes de venir s'inscrire. Déjà, il faut reconnaître que le soja est une culture rentable. Et puis une culture favorable aussi pour notre climat, notre végétation ici. Donc le soja se produit bien, se comporte bien dans notre région. Dans son adresse à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, plaçait 2023 sous le signe de la jeunesse. Celles des zones rurales pourront compter sur le gouvernement. Les projets agricoles leur seront destinés. À l'agriculture, le projet soja attire déjà cette jeunesse du pays profond. Ce qu'ils ont fait l'année passée, ils ont pris l'argent pour nourrir la famille. Il y a les gens qui ont acheté les nouvelles motos. Donc je vois que vraiment c'est un peu intéressant. Si tu te débrouilles pour faire un peu, tu vas s'entendre aussi. Chez nous là-bas, il y a des gens qui ont pu récolter cette année. Bon, j'ai vu les intérêts. Il y a 2 qui ont payé moto, 2 qui ont construit dedans. Je voulais m'engager dedans cette année. Le corps préfectoral est là pour veiller au grain. Il y va de la responsabilité de l'État. Les parents du Bafing, quand le chef de l'État est venu en 2015, une de leurs préoccupations fortes, de l'alliance forte, était que le projet soja revienne dans le Bafing. Le chef de l'État fait suite immédiatement. Donc il est question de mettre en place une ferme sémencière de 500 hectares au finish, qui sera irrigué, qui va donc permettre de donner des plans améliorés certainement à tous nos producteurs du Bafing. Le ministre d'État nous a instruit de suivre vraiment ces travaux. En 2022, la production totale de soja a atteint les 500 tonnes. En 2023, d'autres défis attendent le secteur, de meilleures productions et surtout un intérêt croissant pour la jeunesse. Culture du soja, opportunité pour la jeunesse. C'est un document signé Kader Sogodogo pour le compte du service économie de la rédaction. Nous sommes en mars, un mois dédié à la femme. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la CNPS a fait un rappel de sa politique de promotion des compétences féminines. C'était en présence de Frazi Yao, la conseillère du président de la République chargée du genre. Serge Coléa était aussi sur place. À la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, les femmes constituent un atout majeur de la bonne santé de l'entreprise. Elles occupent des postes de responsabilité et participent de façon active à la vie de cette institution de prévoyance sociale. Nous avons une longueur d'avance parce que beaucoup de femmes sont à des postes de décision très élevés. C'est de façon naturelle que par leurs compétences, elles ont gravi les échelons. Et chaque année, nous essayons de placer encore mieux les femmes dans la hiérarchie et dans la vie même de l'entreprise. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'auditorium de la CNPS reçoit Efrazi Yao, la ministre conseillère du président de la République, chargée des questions du genre, a développé le thème qui met en avant la digitalisation et l'utilisation du numérique au féminin. La titulaire des chaires UNESCO a partagé sa longue expérience au sein de la société civile. Pour motiver davantage les travailleuses de la CNPS, la conférencière a présenté son œuvre autobiographique. Le livre que j'ai écrit, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, j'ai décrit tout le processus du leadership d'une femme, depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle devienne leader. Et je leur ai demandé de lire ce livre pour avoir beaucoup plus d'amour, de solidarité et d'audace. Moussa Diarasouba, directeur de cabinet représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant,
encourage la direction générale de la CNPS à poursuivre ses efforts de promotion des compétences féminines. À la CNPS, 50% de l'effectif total est composé de femmes. 56% d'entre elles sont des cadres et 41% des cadres supérieurs. Mieux, le comité de direction compte 6 femmes sur 11 membres. Autant dire que la CNPS représente un modèle de performance économique et de promotion des compétences féminines. Allons-y à Adjamé. Lors de la célébration de la journée, les femmes du quartier Sodessi se sont réunies en fédération. Ensemble, elles souhaitent bénéficier d'un environnement propice pour mener leurs activités. Elles l'ont dit au micro de Godefroy Okambawa. Elles réclament plus de soutien dans leurs activités et la création d'un meilleur cadre d'épanouissement pour leur autonomisation. Ces femmes de la commune d'Adjamé-Sodessi l'ont exprimé au cours de cette rencontre festive qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Merci à notre parrain pour ses nombreuses actions en faveur des femmes de la Sodessi. Merci d'honorer ce grand jour. Pour nous, c'est une marque de gratitude et de reconnaissance du mérite de la femme du monde. Le mouvement Génération Consciente, qui apporte son soutien à ces femmes, entend œuvrer davantage, mais appelle à une synergie d'action pour la valorisation des droits de la femme. Ces femmes-là, il faut leur donner, n'est-ce pas, toute l'importance qu'elles méritent. La femme représente tout dans notre vie. Et donc, ces femmes, elles ont été longtemps marginalisées. Et donc, d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas mener tous leurs combats. Il faut, nous les hommes, à leur côté, pour qu'elles soient revalorisées. Ça veut dire que quand la femme est à l'aise, la société va bien. Regroupées en fédération avec environ 200 membres, ces femmes exercent pour la plupart dans le vivrier. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme était aussi une occasion d'évoquer la loi sur le mariage. C'est dans ce cadre-là que des avocates se sont rendues dans les locaux de l'institution Le Médiateur de la République pour expliquer de fond en comble aux femmes la loi sur le mariage et la succession. On y a envoyé une femme pour le reportage. C'est Forazeki. La loi sur le mariage et la succession au centre des échanges chez le Médiateur de la République. La Journée internationale des droits de la femme est l'occasion bien choisie pour revenir sur les fondamentaux de cette nouvelle loi en vigueur depuis 2019. Cette journée a été très bénéfique pour moi dans la mesure où tous les sujets qui ont été abordés concernent directement la vie de femme que je vis au quotidien. C'est bien. Aujourd'hui, l'enfant azutérien a le droit d'hériter au même titre que les enfants naturels et les enfants légitimes. Régime du mariage, âge légal pour se marier et succession en cas du décès de l'un des conjoints. Autant de sujets abordés par des avocates, membres de l'Association des magistrats de Côte d'Ivoire. Sur les nouvelles dispositions sur la succession, aujourd'hui, le conjoint survivant hérite du défunt. Donc, que ce soit tout le régime de la communauté comme le régime de la séparation des biens, il n'y a pas de distinction. Le Médiateur de la République, représenté par sa secrétaire générale, veut à travers cette lucarne donner la possibilité aux femmes d'avoir le maximum d'informations sur le mariage pour un épanouissement total. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les femmes réfléchissent effectivement à leur avenir, à leur promotion au sein de cette institution. Ce qui intéresse les femmes au premier plan, c'est leur vie de tous les jours. Leur vie de couple, leur vie vis-à-vis des enfants. Et on n'en apprend jamais assez sur les droits de la femme. Toutes les dames ont estimé qu'il était bon de parler encore du droit au mariage, le droit de la succession, les conséquences pratiques sur la vie de toutes les femmes. Représentant 42% du personnel, les femmes de cette institution font un plaidoyer. Elles veulent plus de femmes au poste de responsabilité. Tornades et pluies se sont abattues récemment sur Bondoukou. Elles n'ont pas fait de mort, bien heureusement, mais les dégâts matériels sont considérables. Vous allez le voir, des écoles, des domiciles, l'hôpital régional et même la sous-préfecture se sont vus débarrasser de leur toiture, faisant au passage plus d'une quinzaine de blessés. Le préfet de région s'est rendu à leur chevet. Herman Niamia, reportage. 2 bâtiments de 3 salles de classe totalement décoiffés au groupe scolaire Bondoukou Centre, le plus grand centre d'examen de la commune.
Même constat au groupe scolaire Joseph Pfister de la cathédrale Saint-Odile, où la clôture du presbytère s'est également écroulée. Un peu plus loin, la sous-préfecture et le collège moderne de Bondoukou n'ont pas été épargnés avec la toiture des bâtiments décoiffés en partie. C'est le triste bilan de la violente tornade accompagnée d'une pluie qui s'est abattue sur la ville aux 1000 mosquées le vendredi 10 mars dernier. À partir de 15h30, la tornade s'est abattue sur l'école. Et ça a commencé par la classe de CE1 qui a tout de suite, n'est-ce pas, emporté la toiture. Avec les rafales, avec les masses d'air. Alors, le deuxième bâtiment a été totalement décoiffé. Dieu merci, il n'y a pas de dégâts humains. Mais les dégâts matériels sont énormes. Nous sommes animés par la tristesse. Que les autorités compétentes puissent réagir le plus rapidement possible pour permettre aux enfants de ne pas perdre assez de cours. Outre les bâtiments scolaires et la sous-préfecture, une centaine de ménages a été touchés par cette tornade, ainsi que le bâtiment servant de laboratoire au centre hospitalier régional qui a vu sa toiture partiellement touchée, sans oublier de nombreux arbres de la ville qui ont été totalement déracinés. Pour s'enquérir de l'état des lieux après cette violente tornade, le préfet des régions du Gontougo s'est rendu sur les sites touchés. Nous sommes venus de la part du gouvernement dans un premier temps pour constater et puis apporter le réconfort. Le réconfort de l'État, le réconfort de l'administration à tous les sinistrés. Les dégâts sont énormes. Il nous reste à établir un rapport complet et à l'adresser à qui de droit en vue de susciter sa réaction. Cette violente tornade a occasionné 17 blessés légers, tous pris en charge et libérés. Le préfet Angoukwa a exhorté les populations à plus de vigilance afin d'éviter d'être des victimes collatérales de ces pluies sporadiques. Au Sénégal, un grand rassemblement de l'opposition autorisé par la préfecture s'est tenu hier mardi 14 mars, à l'appel de la coalition Yewwi Askan Wi, avant le procès en diffamation d'Ousmane Sonko prévu jeudi. Cette procédure pourrait lui barrer la route en vue de l'élection présidentielle de février 2024. L'opposition entend maintenir la pression. Des marches sont également annoncées pour ce mercredi dans le pays, alors que le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement de faire monter les tensions. Des responsables religieux et de la société civile tentent d'appeler au dialogue. C'est la fin de cette édition. Je reviens demain à 13h.